En 2024, la France est devenue le deuxième pays exportateur d'armes au monde. Quelque part, elle pourrait pas être mieux classée. Les États-Unis sont tellement loin devant tout le monde que personne ne peut vraiment espérer leur piquer leur place. Et c'est vrai qu'on entend parler de contrats de vente signés par la France avec des pays du monde entier, comme par exemple avec l'Inde, dont la vente des Rafales vient tout juste d'être actée par le gouvernement. Mais pourquoi la France vend-elle tant d'armes? Et surtout, à qui les vend-elle? On va découvrir ensemble que rien de tout ça n'est dû au hasard. Si le pays des droits de l'homme est aussi un marchand d'armes, c'est le fruit d'une stratégie de longue haleine entamée au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue dans ce nouveau plan carte, au pays des marchands d'armes. Pour la France, c'est plus qu'un business model, c'est carrément un country model. La France n'a pas toujours vendu autant d'armes. Au contraire, au 19e siècle, elle est même sacrément à la traîne en termes de matériel militaire. Et c'est entre autres pour ça qu'elle se fait balayer si facilement par l'armée prussienne en 1870. Les Français ont été impressionnés par la puissance de feu prussienne, notamment les canons fabriqués par Krupp. Alors le président de la République de l'époque, Adolphe Thiers, pousse l'entreprise Schneider et compagnie à mettre le paquet sur l'armement. L'entreprise s'exécute et la France commence à industrialiser sa production de matériel militaire. Elle commence même à exporter ses propres armes. En 1898, Schneider exporte 60% de sa production de matériel militaire. Et jusqu'en 1914, elle vend ses canons dans une vingtaine de pays, principalement en Russie et dans les Balkans. La Première Guerre mondiale va complètement changer la donne. D'une part, pendant le conflit, la France passe en économie de guerre. Elle réserve ses armes pour elle, ainsi que pour ses alliés. Et puis surtout, après le conflit, le traumatisme est tel que les fabricants d'armes sont super mal vus. Dans l'entre-deux-guerres, ceux qu'on appelle alors les marchands de canons sont honnis. C'est notamment le cas de l'Ottoman Basil Zaharov qui vendait ses armes aux deux camps durant l'ensemble de la Première Guerre mondiale. Tellement mal vu Basil que 20 ans après la fin du conflit, c'est encore lui qui vend des armes au général Alcazar dans Tintin. Lorsque l'Allemagne envahit la France en 1940, c'est plié en un mois et demi. Clairement, on n'est toujours pas au niveau en termes de matériel militaire. Réfugié à Londres, le général de Gaulle prononce le 18 juin 1940 un discours qui fera date, dans lequel il impute clairement la défaite française à des problématiques matérielles. Nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Il vous aura pas échappé que Charles de Gaulle est général, et donc militaire. Pour lui, l'armée, c'est fondamental. Impossible d'être pris au sérieux en tant que pays si on n'est pas autonome sur sa défense. Sa grande idée à Charles, elle tient en un mot, souveraineté. Et pour lui, si la France veut être souveraine, elle doit avoir une autonomie militaire. Et pour ça, il faut que l'État et les entreprises de défense avancent main dans la main. Lorsque De Gaulle devient président en 1959, il met sa théorie à l'épreuve et l'État investit massivement dans ses entreprises de défense. Mais la commande publique, si haute soit-elle, n'est pas suffisante. En d'autres termes, l'État achète beaucoup, mais pas assez. Or, pour produire son armement soi-même, il faut que la production soit à régime constant. On ne peut pas mettre une usine d'armement sur pause, puis la redémarrer sur un simple claquement de doigts. Les exportations d'armes font donc partie du modèle. Elles permettent de continuer à produire, mais aussi d'innover pour rester à la pointe. Résultat, un secteur fort de plus de 210 000 emplois en 2024, soit l'équivalent du secteur automobile. Ce sont des emplois qui sont souvent qualifiés et difficilement délocalisables car stratégiques. Vous avez compris la mécanique? Pour préserver ces emplois et l'innovation, il faut continuer à produire. Et donc, il va falloir vendre à l'étranger. La France est dans le top 5 des vendeurs d'armes dans le monde depuis les années 50. Pourquoi? Parce qu'elle n'y trouve que des avantages. En plus de son autonomie militaire, ça lui permet de jouer un rôle important sur l'échiquier géopolitique mondial. Elle se tisse un réseau de partenaires bienveillants et au passage, elle en profite pour sécuriser ses propres intérêts. C'est donc aussi un outil diplomatique très puissant. Chaque année, le ministère de la Défense produit un rapport au Parlement. À l'intérieur, on trouve entre autres le détail des prises de commandes par pays depuis 10 ans. Et voilà ce que ça donne en carte. Ça, c'est la carte de tous les pays à qui la France a vendu au moins une fois du matériel militaire depuis 10 ans. Alors tous les pays ne se valent pas, bien sûr, il y a des commandes qui sont énormes et d'autres qui sont minuscules, mais ça permet d'avoir un aperçu de nos clients en matière de défense. À qui vend-on des armes? À tout le monde. Tout le monde sauf eux. Ce sont les pays frappés par un embargo sur les armes de l'Union européenne ou des Nations Unies. Donc on ne vend pas d'armes à la Russie, pas d'armes à la Chine, au Zimbabwe, ni à aucun des pays mentionnés sur cette carte. Mais en dehors de ça, c'est open bar, même si, comme tout commerçant, on a bien sûr nos clients préférés. Historiquement, la France a toujours eu pour clients des pays dits non alignés, c'est-à-dire des pays qui ne veulent dépendre ni des États-Unis, ni de la Russie. Et c'est encore plutôt le cas aujourd'hui.
Voici les 20 plus gros clients de la France sur les 10 dernières années. Alors si on regarde la carte, que voit-on? Un premier pôle au Moyen-Orient qui représente à peu près la moitié des ventes, et un second en Asie qui représente en gros 20%. Le reste des commandes se répartit dans le reste du monde. Et si on met tout ça sur un graphique, voilà ce que ça donne. Ce sont les commandes par pays en millions d'euros. Alors on voit que le Moyen-Orient est largement devant tout le monde, et on voit aussi que la plupart des pays qui trustent le haut du classement ont acheté des Rafales. C'est notamment le cas des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, de l'Inde et de l'Indonésie. Mais ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est surtout la faiblesse des commandes européennes. Depuis 10 ans, à peine 16% des exports de la France se font à destination des pays de l'Union européenne. Et c'est là l'échec des exportations militaires de la France, ne pas avoir réussi à convaincre ses voisins qu'elle était la meilleure des solutions. Tout ça est loin de servir une défense commune européenne et la dépendance de l'Europe à l'égard des États-Unis a encore de beaux jours devant elle.